Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse et d'approfondissement grâce aux journalistes. Et aujourd'hui, le casting est 100% Géopolis Télévision. Nous avons autour de cette table trois journalistes émérites qui vont analyser des questions d'actualité. Et bien sûr, à ma gauche, j'ai Don Mat. Bonjour Don. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Voilà, à ma droite, j'ai Dieudonné Wanali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à mon co-débatteur qui a été déjà présenté dans mon match. Je salue aussi tous nos téléspectateurs. Voilà, à mon extrême gauche, à votre droite, chers téléspectateurs, le dernier, pas les moindres, Théodore Ngrandou. Bonjour. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour Domomat, bonjour Dieudonné Boanali et bonjour également à tous nos téléspectateurs. Voilà, on va dérouler avec le sommaire de cette émission. Le Qatar peut-il réussir à arrondir les angles entre la RDC et le Rwanda? Mardi, alors que la rencontre autour du président João Lourenço avait avorté, à la surprise générale, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim, avait réussi à mettre autour de la table le président Kagame et le président Tshisekedi, une rencontre préparée de longue date, nous dit-on. Comment expliquer que l'émir du Qatar ait réussi là où les leaders africains n'ont pas forcément réussi? Et on va poser la question à tous les journalistes autour de la table et ils vont nous donner des lumières par rapport à ça. À la une également, le gouvernement d'union nationale, où en est-on depuis que le président de la République avait annoncé que le gouvernement ira au-delà de l'union sacrée de la nation? On ne voit pas grand monde se bouger autour du conseiller du président de la République pour des consultations en vue de la formation d'un nouvel exécutif. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question, la deuxième question, en tout cas, la deuxième thématique qu'on va essayer d'éclaircir avec les journalistes autour de la table. Alors, pour commencer déjà directement, on va commencer avec Don Mat, dont on a été surpris, en tout cas tout le monde était surpris. Hier même, j'étais en train de lire un papier depuis l'Angola, même le président Lourenço était surpris de la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame autour de l'émir du Qatar. Comment expliquer que l'émir du Qatar ait réussi quand même là où les leaders africains se sont cassés les dents, comme on dit? Alors, pas évident d'avoir tous les éléments de réponse à cette question, puisque la rencontre a paru énigmatique et donc tout le contour resteront sans doute énigmatiques, mais on peut quand même avoir quelques petits éléments. Il faut d'abord dire d'entrée de jeu que certes c'était une rencontre surprise pour tout le monde, mais dans le fond, à y regarder de près, ce n'est pas totalement une surprise, puisque vous vous souviendrez que dans nos journaux, à un certain moment, il a été annoncé que l'émir du Qatar, justement, voulait amener le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais autour d'une même table pour discuter. Et en son temps, le Congo, la RDC, ou le président Tshisekedi, pour être plus précis, avait refusé de cette rencontre-là. Donc, certainement que le Qatar ne s'était pas senti vaincu dans sa démarche. Le pays a foncé et le président Tshisekedi lui-même l'a dit. Dès le mois de février, je crois mi-février, il a encore été approché par les émissaires du Qatar et finalement, il y a eu cette rencontre-là. Et donc, cela n'est pas non plus surprenant quand on comprend aujourd'hui le fonctionnement du Qatar. Ok? Le Qatar, certes, c'est un petit pays au monde, mais c'est en même temps un pays riche et un pays qui s'est investi dans la diplomatie. C'est un petit pays, mais qui a une grande force diplomatique. Voyez-vous, le Qatar sert des bases de dialogue, si on doit le dire ainsi, par exemple, pour un pays comme les États-Unis et les talibans. Le Qatar a de belles entrées dans des pays musulmans, même si ayant soutenu quelque part les frères musulmans et autres. Mais, en fait, le Qatar a su, grâce à sa politique,
certains on parle de deux armes du Qatar que le pays a pu utiliser pour se rendre fort diplomatiquement. Question ce qu'on appelle très rapidement, j'ouvre la parenthèse, je vais refermer très rapidement, c'est ce qu'on appelle le hedging, qui consiste au fait à ne pas prendre des positions extrémistes en face des deux protagonistes. Il faut adopter une position équilibrée. Regardez par exemple, depuis 1996, le Qatar abrite un bureau de commerce israélien, en même temps que le Qatar héberge le Hezbollah. On peut prendre un autre exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé des talibans qui sont hébergés également au Qatar. Et en même temps, vous retrouvez au Qatar une base militaire américaine. Et donc, c'est un pays qui essaie d'être neutre, de se montrer neutre, de se montrer en même temps enraciné dans ses traditions musulmanes pour ne pas perdre tous les pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, dont il dépend un peu beaucoup. Et en même temps, c'est un pays qui se veut un peu ouvert. Et puis, il y a un autre élément qui fait la force du Qatar sur le plan diplomatique, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des niches. Le fait d'investir dans des domaines un peu particuliers pour avoir un plus grand impact et une reconnaissance internationale. Voyez-vous, aujourd'hui, le Qatar a par exemple des investissements dans Ben Sport, dans Paris FC, le club, Paris Saint-Germain. Et donc, ce sont des éléments qui permettent à ces pays-là de mieux se positionner. Bien entendu, au-delà de ça, on peut dire que si on doit nous référer à d'autres confrères, on peut dire que le Qatar, ayant des grands intérêts économiques au Rwanda, avait quand même une certaine facilité à approcher le président rwandais. Le Qatar a une part dans Rwandair, qui est aujourd'hui une compagnie qui est en train de monter en puissance au niveau de l'Afrique. Le Qatar a investi dans un aéroport en construction au Rwanda, dont les travaux sont estimés à 1,3 milliard de dollars américains. Et donc, et puis, autre chose que le Qatar est un peu inquiet des sanctions qui sont en train d'être prises contre le Rwanda, qui peuvent avoir une conséquence négative, si ce n'est pas encore le cas, sur l'image du Rwanda, ce qui ferait par exemple que aujourd'hui le Rwanda abrite beaucoup de conférences, beaucoup de réunions et tout, ce qui ferait que par exemple cela n'aura plus lieu. Et donc l'investissement dans l'aéroport, dans Rwandair, va ne pas être, les intérêts ne vont pas être ceux espérés. Et donc le Qatar, pour certains, avait donc des intérêts un peu des visées économiques pour protéger ses intérêts au niveau du Rwanda. Certes, au niveau de la RDC, le Qatar a également là aussi quelques intérêts, mais on doit être quand même clair, jusque-là, il n'y a pas encore eu autant d'investissements du Qatar au Congo qu'au Rwanda. Mais avec peut-être toutes les promesses, puisque rappelez-vous, le président congolais s'est rendu au Qatar à 2 reprises, si je ne me trompe pas. En 2022, je crois, il y a eu la signature de plusieurs accords, même s'ils n'ont pas été exécutés. Le président Tshisekedi était encore au début de cette année au Qatar, où il a été et il a dit, bon, je suis venu pour que quand même nous puissions réactiver tous les accords, pour que nous puissions le mettre à pied d'œuvre. Et dans tout ça, pour le président Tshisekedi qui veut marquer son 5e mandat, et que le Qatar a de l'argent et est prêt à investir dans des domaines comme les infrastructures, les aéroports et tout. Donc, pour lui, c'est important de ne pas s'aborder un tel allié. En même temps, cela crée quand même une crise au sein de l'Afrique parce que Joao, qui s'est vu pour la première fois un peu humilié par les refus de Kagame de venir à la dernière minute à la rencontre qu'il avait organisée entre lui et le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, il se voit, alors qu'il tenait à organiser la rencontre M23 et le gouvernement rwandais, plutôt le M23, et le même jour, il voit le président Tshisekedi au Qatar. C'est là, le déstabilise un tout petit peu, c'est là, l'enfonce un tout petit peu, l'humilie un tout petit peu, ce qui n'est pas non plus très bon pour nous. Parce qu'il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, c'est que en Afrique, il y a un problème par rapport aux deux processus qui sont en cours.
Pour nous, pour la RDC, lorsqu'on regarde le processus de Nairobi, certes, on dit on veut aller dans ces processus-là, mais puisqu'il est piloté par le Kenya, on s'est dit, par l'EAC, on s'est dit donc qu'il y a un penchant pour les intérêts rwandais, considérant que le M23, ce sont leurs patins, et donc ils ont un penchant pour le M23, ce qui n'est pas à notre avantage. Alors quand nous les ramenons aussi à la SADC, eux aussi considèrent que la SADC, Joao Lorenzo, est un peu plus proche de Tshisekedi, et donc leurs intérêts ne seront pas pris en compte. Et tout ça fait qu'au finish, le problème des Africains a du mal à trouver des réponses données par les Africains. Voilà, il y a même le ministre je crois, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en Angola, Tété Antonio, qui a dit, en tout cas la journée d'hier, que normalement, ils peuvent soutenir tout ce que les leaders peuvent apporter comme initiative de paix, mais que, comme vous l'avez dit, mais que les problèmes africains doivent trouver des solutions auprès des Africains eux-mêmes. Dieudonné Boinali, vous avez suivi aussi l'argumentaire de Don Mat. Quelle est votre lecture par rapport à cette rencontre-là? On a l'impression quand même d'une certaine facilité que l'émir a rassemblé les leaders qui ont fait plus d'une année sans se voir et que la dernière fois qu'ils se sont vus, ça ne s'est pas bien passé. Le président Lorenzo avait proposé même que et le président Tshisekedi et le président Kagame se rencontrent en février 2024 en Angola. Finalement, ils ne se sont jamais rencontrés depuis plus d'une année. Mais on a l'impression que le Qatar l'a fait un peu facilement. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, je vais d'abord dire que c'est un joli coup diplomatique et économique qu'a réussi le Qatar, a obtenu le Qatar en parvenant à réunir les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Il y a plusieurs raisons qui expliqueraient cette rencontre. Vous savez, Kinshasa, il y a quelques semaines, a proposé un deal du siècle aux États-Unis d'Amérique qui consisterait à faire un échange des matières premières contre la paix, la sécurité et le développement. Cette offre de Kinshasa intéresse même certains pays qui ne sont pas sur la liste du gouvernement congolais comme le Qatar. Le Qatar, c'est un grand pays touristique, c'est un grand pays pétrolier dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation du gaz naturel. Et le pétrole étant aussi une matière fossile épuisable, le gouvernement, l'émir du Qatar, veut en quelque sorte diversifier l'économie de son pays. Et en appelant sur la table des négociations et Kinshasa et Kigali, il a aussi des visées économiques. Au cas où Washington ne mordrait pas à l'offre congolaise, le Qatar pourrait se présenter comme un candidat sérieux. Pourquoi aussi le Qatar a réuni les deux présidents? C'est aussi pour des intérêts économiques, comme je l'ai dit. Le décor a déjà été planté par Demomat. Il a parlé des Rwandais, dont l'actionnariat est à 49%, détenu par Qatar Airways. C'est l'une des grandes compagnies mondiales. Et les 51 autres pourcents détenus par l'État rwandais. Déjà, vous êtes sans ignorer que Kinshasa a interdit à tous les avionneurs, les compagnies aériennes rwandaises basées à Kigali de survoler notre territoire national. Cette décision a touché aussi l'économie qatari. Et je voulais parler des Qatar Airways. Parce qu'on voit souvent Rwandais, mais on oublie qu'il y a aussi Qatar Airways qui a des investissements dans Rwandais. Vous avez aussi l'Union européenne qui est entrée en danse 48 heures avant les négociations du 18 mars de Rwanda en sanctionnant 9 personnes et des entités. Il y a une entité qui est basée au Rwanda, il s'agit de la raffinerie qui
qui prend l'or de l'exploitation illicite et des matières premières dans la partie orientale de la RDC, qui passe par la raffinerie du Rwanda. Là aussi, vous avez les actions du Qatar dans cette raffinerie. L'Union européenne aussi, en sanctionnant cette entité, le Qatar a vu aussi son économie et ses intérêts dans la région des Grands Lacs touchés. Vous avez aussi ce que dont mon matin a annoncé aussi comme nouvelle, la construction en cours du futur aéroport moderne de Bugesera, qui est situé à 25 km de la capitale Kigali. Et dans ces projets, le Qatar a 60% d'action. Le fait déjà de faire tomber des sanctions comme la pluie sur Kigali inquiète non seulement le gouvernement rwandais, Paul Kagame, mais inquiète aussi certains partenaires au développement comme le Qatar. Bon, j'ai parlé du côté rwandais, mais du côté congolais, il y a aussi des grands projets avec les Qatar. Vous avez par exemple les projets de la construction du futur aéroport international d'Njili. C'est le Qatar qui a gagné ces marchés. Vous avez les projets de modernisation des ports fluviaux de Matadi, Kinshasa et Boma, et aussi un partenariat avec la société commerciale des transports et des ports, redevenue Onatra. Le Qatar est aussi intéressé à une ligne qui devrait faciliter les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre les deux pays, la RDC et le Qatar. Il y a aussi, je n'ai pas oublié, le lancement le 1er juin 2024 du tout premier vol de la compagnie nationale et aussi internationale du Qatar, Qatar Airways, Kinshasa, Doha. C'est pour vous dire que une ligne directe. C'est pour vous dire que les intérêts du Qatar dans les deux pays sont nombreux, sont aussi à protéger, et surtout que ces pays cherchent à diversifier son économie. Et pourquoi le Qatar l'a fait? Les gens se disent, bon, ce pays est plus proche du Rwanda que de la RDC. Ceux qui l'ont dit, bon, peut-être ils n'avaient pas des informations sur certains investissements déjà faits en République démocratique du Congo et à venir de la part des Doha. Mais dans les Proche-Orient, comme le Qatar est l'un des pays, vous trouvez, en plus du Qatar, vous trouvez les Émirats arabes unis qui sont actuellement en train de jouer le rôle des médiateurs dans la crise en Ukraine. Les Émirats arabes unis ont appelé et les Russes et les Américains à aller poursuivre les négociations dans leur pays. C'est pour vous dire que le Proche-Orient est considéré aujourd'hui sur la scène internationale comme un médiateur sérieux à travers tous ces pays membres et dans divers conflits que nous avons dans le monde. C'est pour cela que vous voyez le Qatar s'intéresser à la crise congolaise. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Justement, même au Soudan, au Darfour, où le Qatar joue également ses rôles diplomatiques de réconciliation. Voilà. On voit bien que c'est un rôle que ce pays-là s'est donné pour être, on va dire, un acteur important dans la géostratégie. Théodore Ngandou, si le Qatar joue comme ça, on estime qu'il joue sa partition pour ses intérêts à lui. Comment est-ce que la RDC peut-elle tirer son épingle du jeu autour justement de cette médiation qui semble marcher? Oui, je peux d'abord commencer par rappeler ici que en 2021, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa diplomatie qu'il a initiée au lendemain de son accession à la magistrature suprême, après avoir visité le 9 voisin, il a entamé aussi une tournée dans le Proche-Orient. Et en 2021, il a commencé par visiter le Qatar. Il a été reçu par l'émir du Qatar, avec qui ils ont manifesté ensemble cette ambition de coopérer dans le domaine des infrastructures, parce que le Qatar, comme Dieudonné l'a précisé tout à l'heure, sa principale richesse, c'est le gaz naturel. Mais le Qatar convoiterait aussi le minerai stratégique que regorge la République démocratique du Congo. Et sur ce plan-là,
des projets ont été déjà initiés. On parlerait même de l'or de Kivu. Avec Premier Gold. Avec Premier Gold, vous vous rappelez, c'est avec le Qatar et que le président Tshisekedi avait entamé des négociations dans ce sens-là. Et il y a aussi un autre aspect qu'il ne faut pas aussi négliger. Vous savez que quand c'est très différent quand vous vous engagez dans une médiation où le pays en conflit, vous en tant que médiateur, vous avez un gain envisagé parmi le pays en conflit. Ce n'est pas pour négliger la médiation Lorenzo qui a été boycottée par le Rwanda. Non, c'est pour aussi dire que le Qatar aujourd'hui trouve que perdre le Rwanda mettrait en mal mes intérêts, et tout ce qu'il a déjà investi au Rwanda. Perdre le Congo aussi, la République démocratique du Congo. Donc, de part et d'autre, les intérêts sont mis en mal. Les gens parlent de la surprise, cette rencontre surprise. C'est vrai, une rencontre surprise parce que ça n'a pas, sur le plan protocolaire, ça n'a pas été annoncé dans la presse. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais vous vous rappelez, Patrick, vous êtes journaliste, le jour où le gouvernement congolais interdit, suspend le vol, le parcours du ciel congolais par le Rwandair, au lendemain de cette suspension-là, des tractations ont commencé avec le Qatar. Le Qatar avait même réagi. Et nous avons appris déjà à partir de ce moment-là que le Qatar a initié une série de contacts déjà, qui avaient déjà commencé depuis ce jour-là, pour arriver un peu à calmer les esprits et parvenir aujourd'hui à cette rencontre de tête à tête. Mais le malheur est que ça c'est tombé, c'est arrivé le même jour, le jour prévu pour les négociations de Luanda. Est-ce une préméditation de l'émir du Qatar pour arriver à court-circuiter Lorenzo? Ça, on ne sait pas. Est-ce que Lorenzo lui-même était déjà informé de la rencontre? Parce qu'il a eu un tête-à-tête avec Tshisekedi à la veille, avant les négociations annoncées de Luanda. Donc, il doit être informé. Il a des services de renseignement. Je crois qu'en tant que chef d'État, il devra être informé de cette rencontre-là. Maintenant, il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas aussi négliger. C'est que, parce qu'on parle des deux processus, le processus de Luanda et de Nairobi, que moi je continue encore à espérer que ça pourra donner des bons résultats dans les jours à venir. Je ne soutiens pas l'idée que la rencontre de Qatar est venue court-circuiter ou mettre en péril les deux processus. Ça va se poursuivre certainement parce que ces deux processus, vous vous rappelez, sont repris dans la résolution, la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dès lors, quand on se mettra à appliquer la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, on sera appelé à recourir aux deux processus. Mais reconnaîtra-t-on aussi par les Nations Unies? Les Nations Unies vont-elles reconnaître le processus de Doha aussi? Parce que ça devient un processus. C'est un processus commercial et voilà, économique, je ne crois pas. Mais même pour, si pour les peuples des deux pays, je dirais le peuple de trois pays, le Qatar, la RDC et le Rwanda, le fond du problème, c'est que nous recherchons, c'est la paix. C'est la paix. Si, par les initiatives de Luanda, nous parvenons à un cessez-le-feu, nous parvenons à une paix durable au pays, tant mieux. Et si également par le processus de Doha, et ça nous amènerait à une paix totale, parce que vous vous rappelez que Tshisekedi avait dit qu'il ne pourra pas négocier directement avec les M23, les AFC, mais pour lui, il cherchait à négocier avec leur maître, qui est Paul Kagame. Et c'est pourquoi il a mordu vite à l'hameçon à partir de la convocation, l'invitation de l'émir du Qatar. C'est pour dire qu'il a retrouvé ce qu'il recherchait, avoir un tête-à-tête avec Kagame et lui dire toutes les vérités en face. Est-ce dans les 45 minutes de discussion, ils ont dû aborder toute la problématique de cette agression rwandaise à l'est du pays, dans l'est du pays? Ça, c'est toute la question. Est-ce dans les 45 minutes, ils sont parvenus à se mettre d'accord sur le canevas? Parce que le Qatar a annoncé un canevas. Et dans quelques jours, une délégation du M23 pourra se rendre à Doha. Dans la suite de ce tête-à-tête, la délégation du M23 va se rendre. Une délégation du gouvernement congolais aussi se rendra sur place. Et on plante déjà le décor
d'un dialogue entre Kinshasa, Kigali et mais ces dialogues autour du Patrick Lunga, ces dialogues donc là, c'est le décor d'un autre dialogue qui s'est parce qu'il y avait déjà crise de confiance. Moment l'a souligné tout à l'heure ici. Kagame soupçonnerait Lorenzo d'être de mèche avec Tshisekedi. Tshisekedi aussi soupçonnerait d'être un peu Ruto sympathique d'être aussi sympathique parce que vous savez, c'est le pays de l'Est, d'être sympathique avec le Rwanda. Et en tout ça, il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Et le juste milieu aux yeux du monde aujourd'hui serait Doha. Voilà. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que ça semble marcher parce qu'il s'agissait simplement de mettre autour d'une table les leaders qui ne se voyaient pour ne pas vous couper, Corneille Nangaa, leader de AFC M23, a même annoncé, aurait validé le processus de Doha et a annoncé la délégation du M23 dans les tout prochains jours. Mais il risque d'être court-circuité parce qu'il y a aussi la réunion du Conseil de sécurité en début avril qui pourrait le jour à venir nous annonce renforcer les sanctions. Beaucoup de surprises, surtout que maintenant les rencontres se préparent de manière discrète. Maintenant, de chefs d'État se déplacent, on n'annonce pas dans la presse. Vous apprenez seulement qu'ils sont arrivés et ils ont eu des rencontres. Voilà. Voilà, on va poursuivre avec l'émission. C'est vrai qu'on semble un peu optimiste, à commencer par moi-même, parce que j'ai dit tout à l'heure que ça semble marcher, mais c'est sur le plan de la forme, parce que dans le fond, la question est restée un petit peu floue, bizarre. Et c'est le fait de ne pas respecter. Et sur le terrain, les rebelles continuent à leur marche, on va dire comme ça, leur offensive. Dans mon mat, est-ce que quand vous suivez la question dans son fond, elle n'est pas réglée parce que l'émir du Qatar produit un communiqué qui dit que c'est un communiqué conjoint, RDC, Rwanda et le Qatar. La RDC de son côté produit un communiqué qui insiste sur le cessez-le-feu, mais le Rwanda produit un autre communiqué qui insiste sur le démantèlement du FDLR. Mais la question du fond, elle n'est pas touchée. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste un peu avant l'heure? Bon, il ne faut pas... L'idéal, comme l'a dit tout à l'heure Théodore, c'est que tout le monde veut, c'est la paix. C'est ce qui nous tient tous à cœur. Mais il a été démontré plusieurs fois ici qu'il était difficile de croire dans les démarches politiciennes, dans tout ce qu'il y a eu comme négociation. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que le président Kagame n'était pas venu en Angola. La veille de la rencontre gouvernement M23, le M23 qui a toujours voulu des négociations directes avec le gouvernement, lorsque l'occasion s'est offerte, ils ne sont pas venus au motif des sanctions européennes. Mais en quoi les sanctions européennes leur interdisaient d'arriver, les sanctions européennes en fait ne leur interdisaient pas d'arriver en Angola. Pourtant, en participant à l'Angola, ça inciterait l'Union européenne de retirer peut-être ces sanctions. Les sanctions européennes leur interdisent le droit d'accéder en Europe. Oui. Les gels des avoirs dans des banques en Europe. Mais pas en Angola. Il n'y a aucune notification de l'Union européenne qui dit Angola le M23, vous ne pouvez pas aller en Angola. Donc, à chaque fois que on s'est approché de la fin ultime d'un processus pacifique, on a vu qu'il y avait des revirements. Et ça peut sous-entendre peut-être que les idées ou ce que recherchent les uns et les autres n'est pas finalement ce qu'on nous dit. Ce n'est pas finalement la question du FDLR qui compte. Ce n'est pas finalement la question de défendre une quelconque communauté qui compte. Mais plutôt, comme peut-être c'est soutenu, c'est une question de contrôler avant tout les ressources minières. On a vu Bunagana, on a suivi le schéma pris par le M23, aujourd'hui c'est Walikale. Zone minière, on n'a pas dit qu'ils ont pris ou qu'ils n'ont pas pris, mais du moins on sait qu'ils ont attaqué Walikale. Ils sont en train de viser. Lorsque vous suivez, on a diffusé hier ici les témoignages
de Médecins sans frontières, ils ont confirmé qu'il y a eu des crépitements, des balles terribles. Ce sont l'interview a été repris au travers plusieurs médias dans le monde, y compris Le Monde, RFI. Ils ont dit que le jeudi, la nuit du mercredi à jeudi, il y a eu beaucoup de tirs à Walikale entre le M23 et le FRDC. Mais hier, dans il y a eu des l'après-midi, explosions. Et même le jeudi dans la matinée, il y a eu encore des crépitements de balles. Et donc, on peut tout simplement, sans vouloir dire qui contrôle quoi ou pas, mais on peut du moins dire que le M23 aurait pu attaquer une autre ville, un autre village, mais ils sont quand même sur Walikale, et c'est pas moi qui le dis, c'est les porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu qui dit, après avoir disparu, il est réapparu pour dire que voilà, vous avez compris l'intention, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le colonel, le porte-parole de l'armée, qui le dit, vous avez compris l'intention du M23, c'est de contrôler les ressources minières. Et voilà qu'ils s'en prennent à Walikale parce qu'ils savent que Walikale c'est un grand centre minier. Voilà. Voyez-vous? Et donc, il n'y a pas, dans ce qui a été dit à Qatar, il faut également mettre quelque chose d'autre en lumière, parce qu'il a été dit que les deux présidents devraient renforcer, ou bien devraient continuer à envisager des mécanismes pour discuter davantage. Les discussions devraient aller dans le fond, puisque justement, il semble que, là c'était juste, je crois, une rencontre de formalité pour se mettre d'accord sur deux grandes lignes, mais après il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit fait, et c'est en ce moment-là que nous pouvons espérer finalement arriver à la paix. Sinon, ce n'est pas tout simplement par une rencontre entre Tshisekedi et Kagame, comme par baguette magique, que la paix va revenir. D'autant plus que les rebelles, tout à l'heure, Théodore a dit que les rebelles seraient, en tout cas dans la voie d'encouragement de la voix de Dora, mais selon mes informations à moi, c'est qu'ils ont dit que, bon, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux là-bas, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Alors, ça reste à vérifier, est-ce que c'est vrai ou faux. Dieudonné Boinali, le Qatar, si jamais il a des visées économiques à travers la médiation qui l'initie, est-ce que ces visées-là ne peuvent-ils pas mettre en péril le projet congolo-américain autour des minéraux, par exemple? Non. Non, je l'affirme encore non. Pourquoi? Je l'ai dit dans ma première intervention, Rwanda a été sanctionné par les autorités congolaises de ne pas survoler l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Ce contour de l'un des plus grands pays de l'Afrique dans sa partie nord occasionne des dépenses additionnelles en termes de consommation de kérosène, en termes de frais logistiques, en termes de taxes aéroportuaires, des temps de vol, parce qu'on ne s'y vole pas, les États tirent comme ça gratuitement, il faut payer. Il y a des frais aéroportuaires qu'on paye à l'international, sur le plan national et aussi local. Comment? C'est la question que Qatar s'est posée, le gouvernement de Doha. Comment interdire à la maison mère, qui est Qatar Airways, je vous l'ai dit, comment interdire à Rwandair, qui est une filiale, entre guillemets, de Qatar Airways, de ne pas survoler l'espace aérien congolais, mais le même gouvernement congolais permet à Qatar Airways, la maison mère, de joindre les deux capitales, c'est-à-dire Kinshasa et Doha. Et cette entreprise qatari a vu ses intérêts dans Rwanda menacés, son chiffre d'affaires, ses activités commerciales, en ce qui concerne le volet transport aérien, être menacés. Peut-être les dirigeants de cette compagnie sont allés plaider cette cause au niveau de l'autorité suprême, qui a des contacts très avancés, et que ce soit avec Kinshasa et Kigali, pour essayer de remédier à ces problèmes. Deuxième chose, j'ai parlé dans ma première intervention du fait que le Qatar
c'est un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'exploitation du gaz naturel. Nous pouvons ajouter aussi le pétrole et d'autres secteurs de la vie nationale de ces pays. À proprement parler, le Qatar n'est pas encore actif dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Et ces pays s'est essayé avec la RDC en créant Primera Gold pour essayer d'acheter toute l'or de la Kivu, ici de la production artisanale, je souligne, parce qu'il y a des producteurs industriels d'or reconnus mondialement qui opèrent dans la partie orientale du pays, comme Barrick Gold avec la mine de Kibali. Mais du côté congolais, on a vu que, bien que sur les plans financiers, sur les plans économiques, la production des tonnes d'or a augmenté en interne, mais les objectifs finaux poursuivis, c'était de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait que cet accord n'est pas allé jusqu'à la fin des attentes des uns et des autres, surtout pour la partie congolaise. Et aux dernières nouvelles, Primera Gold est redevenue une entreprise publique et congolaise parce que les fonds qataris s'étant retirés. Et du côté de Doha, ils se sont appuyés, après leur retrait de Primera Gold, du côté de l'entité rwandaise, la raffinerie rwandaise. C'est-à-dire, nous perdons à gauche, mais nous ne perdons pas à droite. Mais il se fait que l'Union européenne est entrée en danse. L'Union européenne a sanctionné cette entité-là, qui raffine l'or au Rwanda. C'est comme ça que le Qatar s'est réveillé, disant que non, nous avons fait des médiations dans plusieurs conflits à travers le monde. Pourquoi pas damer les pions à Luanda, récupérer ces dossiers et essayer d'apporter notre expérience en matière de gestion des conflits internationaux. Mais je pense que ces pays est tenté de venir. Je donne comme exemple la France. Vous avez vu comment le Qatar a investi dans plusieurs secteurs en France, y compris même dans le sport. L'un des clubs phares français, Paris Saint-Germain, est sponsorisé par Qatar Airways. Aujourd'hui, c'est une propriété du Qatar. Voilà. Et c'est presque une propriété. La quasi-totalité de l'actionnariat appartient à Doha. Et puis Qatar, en France, n'a pas investi seulement dans les domaines du sport. Ces pays du gaz naturel a aussi investi dans plusieurs secteurs, l'hôtellerie, l'économie, les médias avec Bein Sport, qui a ravi plusieurs marchés à son concurrent français et Canal+. C'est pour vous dire que le Qatar a des milliards et des milliards de dollars et a injecté dans l'économie rwandaise et l'économie congolaise. Le problème, c'est quoi? Dans cette guerre, c'est le Congo qui détient les minéraux, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, certes, c'est aussi un pays minier, mais nous allons le souligner, c'est un petit pays minier. Vous ne pouvez pas comparer le Rwanda à la RDC en ce qui concerne les potentiels géologiques. Donc, si ce pays s'est immixé dans cette crise, c'est en fonction du potentiel des réserves minières que dispose la RDC et des décisions prises par Kinshasa pour classer certaines zones en zone rouge, cibler certains minéraux en minéraux rouges, et ce qui empêche que ce soit et les pierres et les receleurs d'accéder à ces marchés. Voilà, sous peine de sanctions internationales. Voilà, mais je crois qu'il faut peut-être aller au-delà de l'aspect tout simplement économique. Comme je l'ai dit tantôt, M. Bonnet, dans ce qu'il fait là, investissement dans Paris Saint-Germain, autre, ce que j'ai appelé de la diplomatie des niches, mais il faut aussi dire que diplomatiquement, le Qatar veut étendre sa zone d'influence. On peut aussi voir les choses sous cet aspect-là, puisque tout à l'heure, par exemple, je vous ai dit dans mon intro que le Qatar avait à l'époque investi, financé
les frères musulmans, les printemps arabes, on dit de Qatar avoir financé ces mouvements-là, ce qui lui a permis aujourd'hui d'accroître sa considération. Et donc, pour se positionner également dans le futur, par rapport à la RDC, par rapport au Rwanda, tout simplement sur le plan de la zone d'influence, le Qatar peut aussi jouer sa carte dans ce sens-là. Et Voilà. aussi, il faut dire, pour répondre aussi à votre question, que l'investissement du Qatar n'empêchera en rien l'investissement États-Unis, si on doit les appeler comme ça. Le projet. Oui, Et surtout que le Congo cherche à diversifier le Congo a dit, ses partenaires. nous avons d'abord proposé aux États-Unis, mais nous ne sommes pas fermés à d'autres investisseurs. Voilà, Théodore, un dernier mot par rapport à cette Oui, thématique. je crois que si la démarche qatari est sincère, sincère dans le sens d'aider les deux pays à revenir à la paix, je crois que ça l'obligera à adhérer à l'initiative Tshisekedi au lendemain de la prise du pouvoir. Au lendemain de la prise du pouvoir, l'initiative Tshisekedi, c'était laquelle? Chercher à mettre autour d'une table les pays voisins. C'est vrai, vous convoitez nos richesses, mais venez par la grande porte qu'on exploite ensemble et qu'on y aille sur des partenariats gagnant-gagnant. Donc c'est cette initiative-là, je crois qu'on va en aboutir là. Je pense que ce qu'aurait dit Tshisekedi, selon, entre les lignes, selon certaines indiscrétions, c'est que Tshisekedi a remis sur la table cette ancienne initiative de faire en sorte que ces pays voisins convoitent nos richesses et est en train de piller nos richesses, qu'ils viennent par la grande porte. Et c'est ce qu'il a dit même dans l'émission avec ces médias américains, pour faire voir que, parce qu'à une question, Fox News, à une question du journaliste sur que ferait alors la RDC avec la Chine, qui est déjà en plein pied, en train d'exploiter, en train de conclure, de remplir déjà sa part de contrat dans les contrats avec le groupe d'entreprises chinois, c'est qu'il était clair. Quand les États-Unis viennent, ce n'est pas pour mettre en mal la Chine. Voilà. Et donc, il se montre un chef d'État ouvert à tous les partenariats possibles, pourvu que le pays gagne aussi. Je ne vois pas un Tshisekedi qui va sur la table de négociation, à la table de négociation, pour perdre les intérêts de la République, pour brader les intérêts de la République. Il a souligné ça dans l'émission sur Fox. Il a dit non, même l'accord qu'il est en train de rechercher avec les États-Unis, ce n'est pas pour brader les ressources de la République démocratique du Congo. Et là, il ne cesse jamais de les dire au Rwanda et à qui veut bien l'entendre, que vous voulez venir à RDC, venez par la grande porte. Mais ne cherchez pas par des groupes rebelles, par des pantins, comme lui-même Tshisekedi l'a dit, pour chercher à exploiter nos ressources. Voilà. Très bien. En 30 secondes, je voulais ajouter ceci par rapport à ce que Théodore a dit. Dans les secteurs miniers, parmi les acteurs de l'industrie minière, en dehors des entreprises publiques et des jointes ventures qu'on a créées avec certaines multinationales, on ne retrouve pas seulement des Chinois, Patrick Ilunga. Voilà. Nous avons des entreprises à capitaux canadiens, australiens, même sud-africains. Et les noms sont connus. Elles ne font même pas de bruit. Et ils travaillent. Et elles travaillent, voulais-je dire. Et puis, les mines en République démocratique du Congo, on les retrouve presque partout. Dans toutes les provinces. Donc, voilà. les carrés miniers à distribuer Le pays reste ouvert à toutes sortes de ne sont partenariats. pas encore terminés. Voilà. Et les gens d'ICAMI, les amis d'ICAMI sont là pour les certifier. Voilà, mais sauf qu'on insiste beaucoup sur les mines, mais pour les opérateurs économiques, les grandes puissances en tout cas, il n'y a pas que les mines. Hein. Le Congo, c'est plus de 100 millions de consommateurs. Mais c'est les mines qui nous créent la guerre. Voilà, on nous fait la donc, guerre à cause de nos mines. tout à fait. Donc on va passer à une autre thématique, je l'ai annoncé dans le sommaire, l'union sacrée, c'est peut-être en train d'aller vers une certaine restructuration du point de vue des institutions, parce que le président de la République avait annoncé un gouvernement d'union nationale, de large union nationale, qui intégrerait des opposants, mais jusque-là, on ne voit pas, on ne voit rien, on ne voit aucune consultation, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon mat, vous qui êtes journaliste, vous avez forcément aussi un regard sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Où en est-on avec l'annonce du chef de l'État? On ne voit pas son conseiller, comme il avait annoncé, recevoir des opposants, des acteurs politiques de la société civile. Qu'est-ce qui se passe? Où en est-on? Et si les choses commençaient à changer, si les méthodes commençaient à changer,
il y a peu, nous tous on savait, à chaque fois que le président devait, par exemple, sortir du pays, on savait tous quand et où il partait. Ouais. Pourtant, pour tout le voyage, en tant qu'homme d'État, on n'est pas obligé de savoir où il part, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons stratégiques et tout, et tout, et tout, et tout. Toutes les informations ne sont pas destinées à être mises à la place publique. Et donc, vous avez vu un député pratiquement en train de pleurer dans les médias, comme quoi, depuis que Eberande a été désigné comme l'homme par qui le président va consulter, il ne décroche plus son téléphone. Cela peut sous-entendre que, effectivement, l'homme est au travail, mais il veut le faire de la façon la plus discrète. Peut-être, oui. Ça peut être une hypothèse. C'est une première hypothèse que l'on peut avancer. Une autre hypothèse est que nous sommes dans une situation d'incertitude. Parce que la guerre est venue avec ses méfaits et tout. Incertitude par rapport à quoi? Par rapport au fait que nous devons négocier avec plusieurs autres Parties groupes, prenantes, parties prenantes, allais-je dire. Et donc, il y a un souci. Faudrait-il voir ces négociations arriver jusqu'à leur terme pour avec des parties prenantes qui sont externes. On parle par exemple du M23, de l'AFC. L'AFC, par exemple, qui est reconnu comme dirigé par des Congolais. Ou la diaspora qui peut être considérée comme une force. Oui, peut-être qu'on peut se demander, faudrait-il peut-être pas en finir avec eux, et puis après, on va revenir sur la question politique. Ça peut aussi être une question que l'on se pose, mais aussi, lorsque le président dit qu'il voulait élargir le gouvernement, faire un gouvernement de large union nationale, personnellement, je me suis demandé avec qui il devrait le faire. Puisque vous vous souviendrez que depuis un certain temps, M. Adolphe Moussito, qui est dans l'opposition par exemple, on dit de lui qu'il est un peu plus proche du pouvoir. Oui. Fayoulou, il est radical, mais vous avez suivi son discours, il est dit, bon, je suis prêt, mais c'est aussi l'autre question qui peut poser problème. Il faut que nous rentrions auprès de nos pères. Oui, les pères spirituels. Oui, ça c'est un peu une manière imagée de le dire. Il faut que nous rentrions auprès de nos pères. En ce moment-là, s'il y a ces dialogues voulus par nos pères, en ce moment-là, on peut parler et participer à un gouvernement, parce qu'il a dit, sans pouvoir le dire, qu'il est prêt à participer à un gouvernement d'union nationale, mais le soubassement doit être les dialogues tels que voulus par le père de la CENCO et de l'ECC. Vous avez Moïse qui a été un allié, qui est aujourd'hui devenu un opposant. Parmi les plus radicaux. Radicaux, il faut chercher des arguments solides pour qu'il rentre au bercail. Et ça, ce n'est pas aisé. Et vous avez les autres. Kabila, qui a toujours été accusé d'être en connivence avec le M23, même si lui, il a dit et redit de manière assez claire tout récemment que si vous rencontrez aux journalistes, vous rencontrez le président Félix Tshisekedi, demandez-lui des preuves de ma connivence avec le M23, mais le président Tshisekedi avait dit... Il a de preuves. Non, je ne veux pas revenir sur cette polémique-là. Le président Tshisekedi avait dit, tous ceux qui sont affiliés... C'est Bemba qui avait dit qu'il a dit. Tous ceux qui sont affiliés à des groupes rebelles, plutôt son conseiller, son porte-parole, qui a été remplacé, ne vont pas faire partir du gouvernement d'union nationale. Et donc, vous avez pratiquement des opposants qui sont en vue, qui sont vraiment réduits, et on ne voit pas pourquoi ça devrait tirer en longueur. Je crois plutôt que c'est la question du dialogue avec ou pas le M23, la question de la guerre, et aussi la question du dialogue tel que voulu par l'ECC et la CENCO. Je crois que
ce sont les deux éléments qui font finalement que il y a beaucoup de problèmes pour que nous puissions arriver à ce gouvernement d'union nationale. Donc il faut d'abord chercher comment est-ce que nous répondons à ces deux questions, comment nous répondons et de manière à ce que tout le monde puisse trouver satisfaction par rapport, parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas dire que vous voulez d'un gouvernement national, d'union nationale, tous les opposants disent nous voulons que ce soit fait selon le prêtre, et vous vous dites, les prêtres, vous avez suivi les partisans de l'UDPS. On est allé jusqu'à même à qualifier les prêtres de tout le Nord, à les traiter de tout le Nord, et tout le nom d'oiseaux. Vous ne pouvez pas, dans un contexte pareil, imaginer un gouvernement d'union nationale. Voyez-vous? Très bien. Dieudonné Wanali, la question, vous n'en êtes pas forcément spécialiste, vous la suivez aussi comme journaliste. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chevauchement d'initiatives? Il y a d'un côté les consultations, on va dire ça comme ça, des prêtres. D'autre part, il y a la question sécuritaire avec les consultations parfois à Luanda, parfois on vient d'en parler à Doha. Est-ce que ça peut constituer justement un certain blocage au gouvernement à venir d'union nationale? Je ne pense pas. Les Italiens disent tout chemin mène à Rome. Je nous rappelle que lors de l'ancienne crise congolaise, qui avait poussé tous les protagonistes à aller se retrouver à Sun City pour signer l'accord global et inclusif, et personne ne s'attendait qu'il y aura l'étape Sun City. Les gens voyaient souvent la solution à la guerre de l'époque, et que celle-ci devait venir par exemple de Victoria Falls et de la Zambie. Les gens sont partis à Addis Abeba. Nous avons fait à l'époque le tour du monde et pour aller atterrir à Sun City, signer un accord qui nous avait ramené la paix. On a organisé les premières élections en 2006, le premier cycle électoral, et d'autres cycles ont suivi. Moi, je ne suis pas contre toutes les initiatives des hommes et des femmes épris d'épée, allant dans le sens de pacifier la partie orientale du pays, allant dans le sens de réunir les Congo pour faire respecter la pensée de Lumumba que le Congo restera indivisible. Idem aussi avec Mobutu. Je pense que toutes les idées sont les bienvenues, mais attention, il y a certains médiateurs qui sont réquisés à la fois et par Kinshasa et d'autres par les Rwandais. Bon, quand vous citez déjà William Ruto, vous connaissez la position de Kinshasa. Quand vous citez Lourenço, vous voyez comment Kigali ne répond pas à toutes les invitations lancées officielles par Luanda. C'est pour vous dire que ce soit Kinshasa, que ce soit Kigali, que ce soit même les mouvements rebelles ou les groupes terroristes selon la vue officielle ou publique ou des médias, tout le monde est à la recherche de voies qui vont nous amener au dialogue, mais avec un médiateur qui va mettre tout le monde d'accord, qui va rassurer tout le monde. La paix peut provenir aussi de l'initiative des princes de l'Église. Comme ça ne peut pas aussi provenir, la paix peut nous provenir aussi de Doha, ça peut nous provenir aussi du processus de Luanda. Maintenant, au gouvernement Union nationale. Quant au gouvernement d'Union nationale, bon, les gens se demandent pourquoi il y a un grand silence autour de la question depuis que le chef de l'État a nommé son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberande Kolongele. Je pense que j'ai bien cité son nom, mais il faut savoir aussi qu'autre temps, autre mers. Nous étions habitués à voir sur la place publique un courrier qu'on a déposé aujourd'hui dans une administration X, pendant que l'autorité à qui on a adressé ces courriers n'a pas encore été mis au parfum de l'information, n'a pas encore lu les courriers.
ou soit ces services n'ont pas encore fait l'économie de la matière. Ce que contient les courriers, on retrouve ces courriers-là avec les accusés de réception sur les réseaux sociaux. Les gens étaient habitués comme ça. Il y a certains médias aussi qui étaient habitués à livrer sur la place publique certaines informations qui relèvent du secret administratif, et du secret de Dieu. Le chef n'est même pas encore au courant. Ah, on sait, tu sais que du voyage déjà. Ah, mais comment ces gens ici savent déjà que le chef de l'État demain il se déplace? Donc, voilà notre société, comment elle est devenue. Mais malheureusement, la personne qu'on a nommée pour faire les consultations, c'est quelqu'un qui appartient au système de défense et de sécurité. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous voulez qu'il soit fanfaron, qui batte tout le temps tambour et trompette, que non, jeudi, j'ai reçu telle personne. Mardi, j'ai reçu Théodore Ngandou. Vendredi, j'ai reçu dans mon match. Non. Autre messe, la méthode de travail a changé. Je pense aussi, la primaire de ces consultations sont réservées au chef de l'État. Je ne vois pas une autre personne, à part le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est le conseiller spécial, qui a été désigné comme la personne qui doit lancer les consultations, à aller présenter les résultats même préliminaires de ces consultations. Je pense que la primaire, c'est au chef de l'État. Et aussi, il ne faut pas oublier que la tâche est immense. C'est une tâche titanesque qu'on lui a confiée. Moment à parler, il y a les problèmes d'approche. Doit-on attendre la fin des bruits des bottes à l'est de la République démocratique du Congo pour composer ou bien mettre en place ces gouvernements, ou bien mettre en place ces gouvernements d'union nationale? Et puis demain, quand on va négocier encore avec les mouvements rebelles ou terroristes, on revient à la case départ, on forme encore un autre gouvernement d'union nationale. Voilà les questions qui se posent. Voilà, Théodore Ngandou, on va terminer avec vous. Je vous pose 2 questions en une. Où en est-on? Et puis, quelles sont les forces en présence qui peuvent justement faire l'objet de consultations pour intégrer le gouvernement? Patrick, je ne saurais pas directement répondre à votre question parce que j'ai plusieurs inquiétudes sur cette question du gouvernement d'union nationale. Au lendemain de son annonce par le chef de l'État, j'étais l'homme un peu le plus très déçu. Okay. Déçu pourquoi? Parce que moi, dans mon humble avis, j'estime qu'on ne doit pas être dispersé dans les démarches. Okay. Voilà. Nous sommes concentrés aujourd'hui sur la question de l'Est du pays, où nos populations, les différentes couches sociales sont déstabilisées. Unir tout le monde pour faire face à l'insécurité. Non, pas dans ce sens. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui va mettre fin à la guerre ou soit il faut renforcer les capacités de notre armée? Moi, je proposerais ceci, si j'ai été consulté peut-être sur cette question, je proposerais ceci, que la question de l'Est soit d'abord vidée. De quelle manière par rapport aux approches? Parce qu'il y a plusieurs processus qui sont lancés sur le plan international, sur le plan national avec la démarche des évêques. Et après maintenant, comme l'a proposé un des opposants dont j'étais le nom ici, il a dit d'abord qu'il y ait d'abord un dialogue national inclusif dont un groupe rebelle prendrait part, mais cette fois-là, ces groupes rebelles défaits de son alliance avec le Rwanda. Ça, c'est une... Est-ce qu'on dialogue avec quelqu'un qui a les armes à la main? C'est ça aussi le problème. Ça, c'est un aspect. En lieu et place d'un gouvernement d'union nationale, à ce stade ici où plusieurs avis sont partagés, où il y a encore certains qui semblent être frustrés, moi je proposerais un gouvernement de combat, un remaniement de l'actuel gouvernement, d'abord en réduisant l'effectif, constituer une petite équipe de 20 personnes et leur donner une mission tous de de combat. l'union sacrée. Non, et là maintenant on revient sous le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Oui. Le chef de l'État peut lui-même consulter pendant même une semaine. Pas pour parler d'un gouvernement d'union nationale, on parle d'un gouvernement de combat constitué de 20 ministres aguerris qui feraient face à cette situation de l'Est du pays. Y aller encore avec
des formats de gouvernement d'union nationale qui seraient encore pléthoriques. On vous amènera un gouvernement de 50 membres, 60 membres, qui chacun, qui était longtemps dans l'opposition, chercherait d'abord à remplir ses poches. Quand est-ce que une telle personne s'attaquerait à la question de l'Est? Personne. Il fallait renforcer. Au moins, ça ferait taire les Voilà, rivalités internes. Oui, faire une équipe d'au moins 20 personnes et annoncer à tous les sociétaires de l'Union sacrée que, mes chers amis, je ne prendrai pas tout le monde. Je vais constituer une équipe, constituer des aguerris, ceux qui sont prêts à défendre la nation aujourd'hui. On les retrouve et dans l'opposition et dans la majorité. Mouzito, on a salué ici sa démarche avec le mur qu'on devrait ériger pour mettre fin à cette question de l'Est. Il peut avoir des propositions à apporter au gouvernement. Tu aimes trop Mouzito, mais pourquoi il y a plusieurs autres. Mouzito. Non, il y a pourquoi pas plusieurs. Matata? Je l'ai cité parmi tant d'autres. Qui sont prêts à défendre le pays à travers un gouvernement de combat. Pas ce gouvernement du genre Union nationale un peu pléthorique. Ce n'est qu'en vidant d'abord cette question de la situation de l'Est qu'on se retrouverait maintenant autour d'une table, parce que n'oubliez pas qu'il y a cette fameuse question de la Constitution qui taraude encore les esprits. Mais cette question de la Constitution ne doit pas être abordée par seule Union sacrée. Non, parce qu'il y a tous les enfants du pays qui chercheraient aussi à placer un mot. On va changer la Constitution pour y intégrer quoi? Ça ne devrait pas être l'apanage de seule Union sacrée. Voilà, on doit aller dans ce sens-là. Moi, je pense que mettre en place un petit gouvernement de combat résoudrait la question. Y aller aujourd'hui à ce stade, avec un gouvernement d'union nationale pléthorique, moi je pense qu'on ne va pas résoudre le problème. Très bien, c'est avec ces mots qu'on va terminer l'émission. En tout cas, on va remercier Théodore Ngandou pour ses analyses toujours pertinentes. On remercie également Don Mat pour ses analyses toujours profondes. Les remerciements également à Dieudonné Bonali pour ses analyses toujours profondes. On va remercier toute l'équipe technique tenue de main de maître par Stani Samba et toute l'équipe en régie. On va également saluer la fidélité de nos téléspectateurs. On va en tout cas se quitter pour ce Géopresse de cette semaine en espérant vous retrouver, chers téléspectateurs, la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.